Mais alors, c'est ici que nous abordons les questions posées par les téléspectateurs. Il y en a une qui concerne la menace de réchauffement. Est-ce que l'activité de ces volcans ne peut pas devenir un jour telle qu'il fasse fondre la glace autour? Vous voyez les conséquences auxquelles pensent des tas de gens. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un a calculé... Le niveau de la mer va monter. Oui, oui, si jamais la grande banquise fond, le niveau des mers exact. va monter de 100 mètres. Exact. Catastrophe Mais ce ne horrible. sont pas les volcans qui le feront. Ce qui peut le faire, c'est la pollution industrielle. Oui. Expliquez-nous comment. Eh bien, la pollution industrielle dégage des quantités de produits chimiques de toute nature, dont une énorme quantité de gaz carbonique. Et c'est Claude qui nous disait tout à l'heure qu'il s'agit de plusieurs dizaines de milliards de mètres cubes. Non, 20 milliards de tonnes par an, c'est la quantité de CO2 que l'homme rejette à la suite de ses activités. Et cette quantité de gaz carbonique se propage dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre. C'est un baratin. Il y a l'histoire du CO2, c'est entendu, c'est vrai, on en fabrique beaucoup, mais il y a quand même des correcteurs automatiques. Il y a d'abord la végétation qui prospère d'autant plus. Oui, mais on détruit la forêt. Non, mais attendez. Il y a donc d'abord la végétation qui est un correcteur naturel à ça, et ensuite il y a l'océan. Bon, alors il est certain que nous menaçons simultanément les forêts et la surface de l'océan, qui est la surface d'échange. Bon, alors, mais si on avait la sagesse de planter des arbres en même temps qu'on brûle du pétrole... Oui, mais on ne peut pas planter des arbres dans l'Antarctique. Non, mais on peut en planter n'importe où. Mais il n'y a pas besoin que ce soit dans l'Antarctique. Bien sûr. On peut si planter des arbres... Au lieu de détruire les forêts françaises, on les protégeait d'une part et on en augmentait la surface. Si au lieu de détruire la forêt amazonienne, on la protégeait. Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger avec le gaz carbonique et au contraire, il y aurait de plus en plus d'oxygène. Mais on ne le fait pas, on ne protège pas et pour faire des profits colossaux, on massacre nos forêts. Voilà. Les forêts ont trois grandes fonctions écologiques. Première fonction, grâce à l'eau de pluie absorbée par le feuillage et les racines, les arbres stockent d'importantes quantités d'eau puis la restituent sous forme de vapeur d'eau. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Les forêts participent ainsi à la fréquence et à l'abondance des précipitations et au maintien d'une certaine humidité dans l'air. Donc moins d'arbres, cela veut dire moins d'évaporation, moins de pluie, donc moins d'eau disponible. Et plus d'érosion des sols, car les racines permettent de stabiliser les sols. Donc, lorsque trop d'arbres sont abattus, le ruissellement augmente et l'érosion des sols s'accélère car la terre n'est plus retenue par les racines. La déforestation est la cause principale du recul des glaciers à travers la planète. Deuxième fonction, les forêts sont un acteur majeur dans le cycle du carbone. Pendant leur croissance, les arbres absorbent du gaz carbonique, émettent de l'oxygène grâce au processus de photosynthèse et fixent d'importantes quantités de carbone. Mais lorsque le bois se décompose ou est brûlé, le CO2 est de nouveau rejeté dans l'atmosphère, donc moins d'arbres, c'est moins de carbone stocké. La photosynthèse opérée naturellement par les arbres explique cette séquestration du carbone. C'est bien pour cela que l'on dit que les forêts forment des puits de carbone quand elles sont bien gérées. On voit sur la carte les pays qui ont le plus perdu de leur couvert forestier de 2005 à 2010. Mais alors, vous voulez dire, si j'ai bien compris, que du fait de l'existence de cette masse énorme de gaz carbonique dans l'atmosphère, il y a une convergence qui se fait au niveau, niveau du pôle? Non, il pourrait y avoir un effet de serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère, d'où fusion, fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, et de glace de montagne. Et risque de réchauffement. Donc, à cause du réchauffement, 2-3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce pas? Et montée des eaux et donc noyade de toutes les côtes basses, c'est-à-dire New York et Le Havre et Marseille et Nice et Londres. Vous êtes en train de paniquer les populations là. Moi je voudrais pas, je suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue un peu catastrophique. D'abord, l'Antarctique, on sait qu'il y a de la glace dessus depuis une dizaine de millions d'années
et on sait qu'il n'a pas beaucoup varié depuis 5 millions d'années. Et même un réchauffement, si cela était le cas de 2 à 3 degrés centigrades, à mon sens, ça n'aurait pas une incidence forcément catastrophique. On peut discuter sur cette possibilité de changement de 2 à 3 degrés centigrades lié au CO2. Il y a bien des gens qui trouvent que c'est très surestimé. Mais en ce qui concerne la glace, je crois qu'il faut quand même bannir cette idée que les calottes de glace sont forcément instables et instables à de très courtes échelles de temps. C'est-à-dire qu'on connaît des changements importants, mais il s'agit du passage d'une glaciation à un climat chaud tel que nous le connaissons. Là, on sait que dans la nature, il s'est produit effectivement des changements et que le niveau des océans a changé de 100 mètres. Mais je ne crois pas, quant à moi, en particulier sur des périodes de dizaines de milliers d'années. Sur des millions d'années. Attention, je voudrais tout de même dire qu'il n'y avait pas la pollution industrielle. Il y a 17 000 ans, la mer était à moins 170 mètres. C'est hier. Et il n'y avait pas d'industrie, c'est l'industrie qui vient jeter là-dedans le trouble sur les grands rythmes naturels auxquels on assiste depuis des millions d'années. Sur cette affaire, je crois qu'il ne faut pas confondre l'Arctique et l'Antarctique. Ce qui a fondu il y a 15 000 ans, ce sont les calottes qui recouvraient les continents de l'hémisphère nord. Il y avait à cette époque-là beaucoup plus de glace dans l'hémisphère nord qu'il y en a actuellement dans l'Antarctique. Mais l'Antarctique n'a pas bougé. Et c'est bien de l'Antarctique dont nous parlons ce soir. L'Antarctique est, je pense, relativement stable. Oui. Mais répondez à la question d'Haroun Tazieff. Est-ce que depuis la mise en place de la civilisation industrielle, entre guillemets, le risque n'est pas réel? C'est ça la question. C'est ça la question, oui. Et en plus, le risque concerne aussi bien l'hémisphère nord. Le risque ne vient pas tellement du CO2. On commence à me casser les oreilles avec cette histoire de CO2. Il y a des risques bien plus graves, qui sont les pluies de scories ou qui changent la teinte, la couleur de la glace. Ça, c'est beaucoup plus grave, parce que ça permet à la glace d'absorber la chaleur et de fondre. Mais de l'industrie, justement. Mais ce sont des impuretés qui n'ont rien à voir avec le CO2. Mais nous parlons de l'Antarctique. Oui. Alors, l'Antarctique, le jour où on fera des mines de charbon et où on fera des forages de pétroliers avec les mêmes succès qu'au Mexique en Antarctique, on verra ce qu'on verra. Oui, parce que le plus grand danger, il n'y a pas de doute aujourd'hui, c'est les forages offshore. Ça, c'est évidemment ce qu'il y a de plus grand au point de vue danger d'une façon générale. Mais on n'en est pas encore là dans l'Antarctique. De vastes réserves de pétrole et de gaz sont tapies sous l'océan Arctique. Cette région inhospitalière est l'un des endroits les plus reculés de la planète et représente 6% de la surface de la Terre avec ses 15 millions de kilomètres carrés. Difficile de connaître la quantité exacte des ressources, mais l'Institut d'études géologiques des États-Unis estime que l'Arctique contient un tiers des réserves exploitables non découvertes de gaz et 1/8 de celles de pétrole. Difficiles et coûteuses à exploiter, ces réserves en hydrocarbures ont longtemps été ignorées. Mais la fonte des glaces, liée au réchauffement climatique, permet l'ouverture de voies de navigation, ce qui rend leur accès plus facile. En 2015, Shell a finalement renoncé à un programme controversé de forage exploratoire au large de l'Alaska, faute de rentabilité. La Norvège exploite un vaste gisement gazier dans la mer de Barents. Et la Russie a soumis aux Nations Unies en août 2015 une revendication sur 1,2 million de kilomètres carrés dans l'Arctique. Elle possède déjà le gisement de Stockman, l'une des plus grandes réserves de gaz non exploitées au monde. Mais les sanctions occidentales, ainsi que le coût et les difficultés techniques, ont pour l'instant empêché Gazprom d'exploiter le site. La course pour les ressources minérales et en hydrocarbures de la région s'accélère, mais les préoccupations environnementales sont l'un des principaux freins à leur exploitation. Car de telles activités dans l'océan Arctique iraient de pair avec des déchets toxiques, une pollution de l'atmosphère et des marées noires. On l'appelle le 8e continent ou la soupe de plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la superficie de la France. Il est peuplé de déchets en tout genre produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100. S'il est dérivant, ce continent est emprisonné par les courants. En effet, ces résidus flottants à la surface s'agglutinent dans le gir subtropical du Pacifique Nord, un immense vortex. Ils s'amalgament ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants océaniques qui s'enroulent sous l'effet de la rotation de la Terre entre les côtes d'Hawaï et de l'Amérique du Nord. 4 autres vortex marins dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices polluent nos océans.
Peu émergées, mais épaisses par endroits de plusieurs dizaines de mètres, ces plaques de débris terrestres ont des conséquences écologiques parfois insoupçonnées. En 2100, les scientifiques prévoient une hausse moyenne des températures entre 0,3 et 4,8 degrés. Un scénario sombre si rien n'est fait pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Jean Jouzel est glaciologue et climatologue, chercheur à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous êtes vice-présidente du fameux GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, et à ce titre prix Nobel de la paix, le GIEC qui vient donc de publier un 5e rapport alarmiste. François Gervais est physicien, professeur émérite à l'Université François Rabelais de Tours, médaillé du CNRS et primé par l'Académie des sciences. Vous avez été choisi comme rapporteur critique par le GIEC. Le GIEC ne parle que d'effets négatifs du réchauffement. N'y aura-t-il aucun effet positif ? Ce gaz carbonique qui est vilipendé, c'est tout de même la nourriture de plantes. Faut quand même pas le rappeler. Faut quand même le rappeler. C'est quand même ça augmente, c'est un verdissement de la planète grâce à cette augmentation de 0,03% à 0,04% depuis le 19e siècle. L'air que nous respirons est constitué pour 78% de diazote et pour 21% de dioxygène. Il ne reste que 1% pour ce que l'on appelle les gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone ne représente quant à lui que 0,034% de l'ensemble. Et là, vous venez de nous dire le gaz carbonique a verdi la planète. Oui. D'accord. Non, je crois que personne ne le conteste. Non, mais... Et ça a augmenté le rendement des récoltes. Donc il faut voir quand même les effets bénéfiques. Par ailleurs, l'effet de serre... Je fais un peu de traduction simultanée. Oui. L'effet de serre... C'est pas forcément méchant, l'effet de serre. S'il n'y avait pas d'effet de serre atmosphérique autour de la planète, la température serait plus de 30 degrés inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Simplement, c'est l'effet de serre de la vapeur d'eau qui est l'effet principal. Alors, allez décortiquer après dans tout cela, quel est le plus que les émissions de CO2 risquent de causer. Et donc de notre mode de vie. Quand vous abordez la question des émissions de CO2. Est fondé. Oui, je suis là simplement en tant qu'observateur, oui, relecteur critique du rapport du GIEC. Monsieur Jouzel, vous avez l'habitude de dire, je vous ai entendu plusieurs fois dire que dans la basse stratosphère, là où on mesure vraiment tout, les effets de l'effet de serre, les effets des aérosols, les effets des rétroactions de la vapeur d'eau, enfin tout ce qu'on a. C'est où la basse stratosphère pour ceux qui nous écoutent? 17 km d'altitude, on n'est pas d'accord là-dessus. 17 km d'altitude. Il y a une figure dans le rapport du GIEC qui est la figure, je crois, 2,24. Cette figure nous montre quoi? Que la température n'a pas bougé depuis 20 ans. Non, elle a décru. Non, pas depuis 20 ans. Elle a décru avant, mais pas depuis 20 ans. Depuis 20 ans, elle n'a pas bougé. Or, dans cette période de 20 ans, a été envoyé dans l'atmosphère 40% de tout le CO2 émis depuis le début de l'ère industrielle au 19e siècle. Où est la relation de cause à effet? Non, d'abord, quand on parle de la stratosphère à 17 km, la température a décru depuis une trentaine d'années, et c'est ce qu'on observe. Vous parlez là, c'est une figure du rapport. Non, vous parlez là de la température à la surface qui non, est. Non, je parle bien de. Vous parlez là de la. Non. Je pense que chez la température. Référons-nous à la figure 24, le débat va être tranché tout de suite. Il y a un truc là, alors là je vais vous dire, c'est pas possible qu'on se batte sur une figure qui serait dans un rapport et qu'on puisse la mésinterpréter ou ne pas l'interpréter de la même façon. Observons les choses, c'est très simple. De 1910 à 1940, augmentation de la température de 6 degrés. De 1970 à 2000, augmentation de la température de 0,6 degrés. Là, exactement la même. Les deux tracés sont complètement parallèles. De 1910 à 1940, il y avait 10 fois moins de CO2 envoyé dans l'atmosphère par les activités humaines que dans la deuxième période. En réalité, on constate un cycle de 60 ans. Nous sommes en ce moment au sommet du cycle, ce qui explique le hiatus qui, je crois savoir, gêne quand même le GIEC, puisque les températures ne bougent plus depuis 15 ans. Vous avez raison, dans la basse atmosphère, mais depuis 20 ans dans la stratosphère. 40% du CO2 émis n'a pas fait bouger la température. Donc par rapport à cela, oui, je peux quand même intervenir. Disons le fait que la température a ralenti, le réchauffement est 3 fois moins rapide entre 1998 et 2013 que les 30 années précédentes. Oui. On parle d'un ralentissement. Dans ce cas-là, quand même, il faut bien comprendre différentes choses. D'abord, les modèles montrent que même quand l'effet de serre... Il est en train de vous dire que c'est un effet de cycle, en fait. Non, l'effet de cycle, se s'entend. Non, mais d'accord, ça, il se fait que mon domaine
disons, les données du passé, ces problèmes de cycle, bien sûr, il n'y a pas de cycle de 60 ans, il n'y a pas de mécanisme du tout sur un cycle de 60 ans. Et le problème, c'est que se superpose sur cette variabilité naturelle, même si c'était le cas, ce qui est lié à l'augmentation de l'effet de serre. C'est très clair, c'est de la physique, l'effet de serre. C'est une augmentation disons, de la quantité d'énergie qu'on capte dans l'atmosphère. Donc c'est quand même très clair que disons, le plateau qu'on voit actuellement est tout à fait compatible avec des modèles qui accélèrent, ralentissent. On ne sait pas dans la date ce que disent ces modèles. Aussi, on voit l'accumulation de chaleur dans les basses couches, dans l'océan profond. On voit aussi tous les autres indices qui continuent à croître. Le niveau de la mer, ce n'est pas simplement la température. C'était pareil en 2007 et c'est pareil maintenant. Pourquoi veulent-ils nous faire peur? Mais non, mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Parlons de la glace. Cette année, 2013, c'est tout près, ça c'est ce que nous vivons actuellement. Il y a eu effectivement un déficit de l'Arctique, mais qui pour moi est tout à fait logique avec le cycle de 60 ans, pas de problème. Ce cycle, cet été, a été un déficit de l'ordre de 1 million de kilomètres carrés. Oui. 2 fois la superficie de la France. Mais dans le même temps, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que l'Antarctique a un excédent d'1 million de kilomètres carrés. Où est l'effet de ce réchauffement? Parce que le réchauffement est plus important dans l'Arctique, c'est très clair, et la glace... excédent de superficie de banquise. Non, il n'y a pas un excédent de superficie. Là où il y en a moins, de l'autre côté il y en a plus. Et d'une année sur l'autre, nous sommes très clairement sur une tendance à la diminution, en moyenne. C'est vrai que d'une année sur l'autre, le GIEC a toujours... Je suis désolé, pas en Antarctique. Mais si. Mais regardez le rapport du GIEC. Mais je l'ai, le rapport du GIEC. Voilà la courbe de l'Arctique. Si vous ne la voyez pas descendre ici, c'est quand même... Benoît Rittaud, vous êtes mathématicien, maître de conférence à l'Université Paris 13. Vous avez publié Le mythe climatique, c'était aux éditions du Seuil. Que fait la température de la Terre? Eh bien, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, selon la façon dont on traite statistiquement les courbes et selon les organismes qu'on retient, il n'y a plus de réchauffement. Et ça, je défie quiconque de me dire le contraire aujourd'hui, sur la base des 4 courbes officielles, donc qui sont soit celle du Goddard Institute, soit celle du Centre Hadley, soit celle de RSS et de UH, qui sont les 2 mesures satellitaires. Essentiellement, c'est plat. Ça monte un petit peu, ça descend un petit peu, ça dépend des mois, ça dépend des années, mais essentiellement, c'est plat depuis une quinzaine d'années. Et ça, personne ne l'a prévu. Alors bien sûr, on peut dire... c'est ponctuel, ça va repartir, parce qu'effectivement, la courbe n'est pas lisse, elle peut monter, elle peut descendre, etc. Mais 15 ans, ça fait trop pour qu'on l'ignore. On ne peut pas dire que c'est juste la nature qui a oublié de continuer à se réchauffer, d'autant que la chaleur, on ne sait pas où elle est partie. Personne ne sait où elle est. Et donc, on a un vrai problème théorique qui se pose, qui fait qu'on ne nous parle plus jamais, on se garde bien de nous dire ou de nous montrer la température globale de la Terre. Nous sommes sur un plateau. Effectivement, personne ne conteste que la température a augmenté un peu au cours du XXe siècle, mais personne ne peut non plus contester que la température est désormais stable. Et donc dire on est la 5e année la plus chaude, c'est aussi une façon de ne pas dire que nous sommes sur un plateau. Personne ne sait expliquer ce plateau. Quand vous dites ça, vous dites continuons comme on a commencé, ou vous dites en même temps ça ne nous empêche pas d'émettre moins de CO2, de prendre les mesures nécessaires pour moins polluer l'atmosphère, etc. Alors ça, c'est pas une position en faveur de la pollution, votre position. C'est une position qui regarde le climat et les données climatiques. Je ne fais pas de morale, je ne dis pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Je ne prétends pas savoir ce qui est bon pour l'humanité ou la planète. Je pense que ce débat sur le climat aurait à gagner à oublier un peu la morale et à regarder davantage, tout simplement, les données observationnelles, revenir à la science. Dans cette affaire, essentiellement, on a eu affaire à un groupe de gens, pour tout un tas de raisons très, très difficiles à étudier, je ne prétends pas avoir le fin mot de l'histoire, mais une conjonction de beaucoup de choses qui ont fait que des gens se sont réunis et ont constitué une sorte d'entre-soi, où ils sont tous d'accord entre eux, ou en tout cas le but du jeu pour eux c'est de se mettre d'accord, c'est un petit peu l'idée du GIEC, c'est de créer un consensus ou d'accélérer un consensus, et on a l'impression qu'on est complètement coupé, à voir certaines déclarations, on est complètement coupé de ce qui se passe pour de vrai. C'est-à-dire que finalement la température n'a plus d'importance, on va chercher un autre phénomène, donc on va prendre le CO2, parce que lui effectivement il continue à augmenter. Je comprends ce que vous voulez dire. La science n'est plus là.
La science n'est plus là. Le réchauffement climatique est essentiellement un moyen d'agréger un certain nombre d'opinions. Ce débat sur le réchauffement climatique est venu sur la place publique pour de mauvaises raisons. C'est bien ce dépassement de 400 ppm, de 400 parties par million, qui crée le problème, avec un lien très fort avec notre système énergétique, puisqu'on parle surtout du gaz carbonique. Donc c'est pas du tout, c'est vraiment quelque chose qui est là. Et comment se fait-il alors, si on a de plus en plus de gaz carbonique, il devrait y avoir de plus en plus d'effets de serre, la température devrait augmenter de plus en plus vite, et on a eu un plateau de 15 ans. Je le redis, non. Dans un monde, non, c'est bien, c'est bien. Ça ne dérange pas, parce que l'essentiel est ailleurs. ppm est l'unité de mesure du taux de carbone concentré dans l'atmosphère. Cette courbe animée nous montre l'augmentation du taux de carbone dans l'atmosphère en ppm de l'année 1980 à l'année 2014. La courbe rouge représente des données relevées à Mauna Loa à Hawaï. La courbe bleue sont des données relevées au pôle sud. Actuellement, nous avons une troisième courbe qui représente le pôle nord avec l'Alaska, mais qui n'est pas représentée ici. Nous voyons qu'en janvier 2014, nous étions à 398 ppm à Mauna Loa. Cette courbe nous indique que nous étions à 278 ppm avant la révolution industrielle, aux environs de 1850. Et qu'aux périodes glaciaires, nous étions à 185 ppm. À peu près. Alors, primo, le climat a toujours changé. Alors, dire changement climatique, que c'est un truisme. Ça sert strictement à rien, le climat change. Et il change à toutes les échelles de temps et d'espace. Assimiler ce changement au réchauffement climatique, c'est un raccourci extrêmement rapide. Parce qu'on n'a jamais démontré que le climat de la Terre se réchauffe dans sa globalité. Il n'y a pas de climat global, donc il n'y a pas de réchauffement global. Ça n'existe pas. Et c'est pas parce qu'on utilise une courbe moyenne de température qui, d'après le GIEC, révèle une augmentation de 0,74 degrés centigrades au cours du siècle dernier, qu'il y a réchauffement. Dans la réalité, il y a des régions qui se réchauffent, d'autres qui se refroidissent, et c'est pas parce qu'on fera la somme entre une région qui se réchauffe et une qui se refroidit qu'on va obtenir une température moyenne entre, par exemple, les États-Unis ou la partie Amérique du Nord et l'Europe. On ne peut pas réaliser ce genre de moyenne, et surtout à l'échelle globale. Et pourtant ça se fait. Oui, ben ça se fait parce que c'est pratique, parce qu'on peut additionner des torchons, des serviettes et tout mélanger, mais ça n'a, sur le plan climatique, strictement aucune valeur. Ensuite, dire que le changement climatique est dû à l'effet de serre, ça c'est encore une nouveauté, mais on connaît les causes de changement climatique, elles se trouvent dans tous les manuels de climatologie, que ce soit les paramètres de Milankovitch, que ce soit les variations de l'activité solaire, que ce soit le géomagnétisme, puisqu'on en parle maintenant, que ce soit le rayonnement cosmique, toutes ces causes-là, on les a déjà déterminées, on les connaît. J'ai oublié le volcanisme.
Donc les causes, si on parle de causes, on peut faire l'inventaire de causes. Mais par contre, dire que le gaz carbonique est à l'origine des variations climatiques, ça c'est encore une nouveauté sans fondement. Mais vous savez que... Le principal gaz à effet de serre, c'est pas le gaz carbonique, c'est la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau agit à 95% sur ce que l'on appelle l'effet de serre. Oui, mais on peut vous dire que la vapeur d'eau est produite par justement ce réchauffement climatique qui fait que... On nous a toujours caché, ou les médias ont caché, que d'abord la température est modifiée, et ensuite, au moins 800 ans après, ça peut aller de 800 à 4000 ans, c'est le taux de CO2 qui se modifie. C'est la température qui fait varier le taux de CO2. Et pas l'inverse. Oui. Pas l'inverse. Le CO2 fait varier la température, c'est ce que nous dit le GIEC. Oui. La nature, elle, répond, c'est la température qui varie d'abord et le CO2 ensuite. Donc on est dans un cercle. Non, on est dans la contradiction flagrante par rapport à la réalité des phénomènes météorologiques. Personne ne nous a fait la démonstration pour nous montrer comment le CO2 intervenait dans la marche des perturbations. C'est ça qui est intéressant. Oui. Que quelqu'un nous dise, vous voyez, là, juste à cet endroit-là, c'est le CO2 qui intervient. Personne ne l'a fait, hein. C'est impossible à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une sorte d'opacité qui se constitue ou quelque chose de genre, non? Qu'il y ait plus de gaz carbonique. Quelle est l'explication officielle d'habitude? Le fait qu'il y ait une hausse du taux de gaz carbonique, ça induit quoi, généralement? Une meilleure végétation. Oui. Nous sommes à 380 ppm. À la fin d'un cours, où il y a, mettons, 40 ou 50 étudiants dans une salle, au bout d'une heure, le taux de gaz carbonique dans la salle sera de 1500 à 2000 ppm. Et à la fin du cours, il n'y aura aucun malaise et pas de disparition. ppm, ça veut dire quoi? Partie par million, oui, en volume. Et personne ne sera mort à la fin du cours. Lorsque j'expire, mon haleine contient 50 000 ppm. Donc je devrais être complètement mort. Hein. Ça devrait être immédiat. Alors quand on nous présente le gaz carbonique comme un danger, voilà encore une absurdité. Que des expériences ont été faites, ce qu'on a appelé biosphère. Ces expériences ont montré que lorsque le taux de gaz carbonique augmente, la végétation en profite très largement, elle pousse beaucoup plus vite et elle est beaucoup plus belle. Donc la végétation a besoin de gaz carbonique. Il paraît même que dans certaines serres, on met du gaz carbonique supplémentaire pour que les plantes poussent plus vite. Vincent Courtillot, géophysicien français, décoré à plusieurs reprises pour ses travaux en géodynamique et en géophysique, fait partie des sceptiques dans les controverses sur le réchauffement climatique et est au cœur d'une polémique importante qui a eu un large écho médiatique dans la presse française.
Alors je vous ai dit que je vous parlerai surtout de données existantes. Le principal centre qui fournit à tous les scientifiques du monde des données sur la température globale de l'atmosphère, c'est un centre britannique qui s'appelle le Hadley Research Center. Quand vous voyez les lettres HAD dans des modèles, ça veut dire que ça vient de ce laboratoire, qui a déterminé à partir de millions de données l'évolution de la température moyenne de la basse atmosphère. Quand on dit température, sans être plus précis, c'est la température de la basse atmosphère, c'est-à-dire la température à la surface de la Terre, là où nous vivons. Et on distingue en général les données qui sont acquises par des stations météorologiques sur les continents et les données qui sont acquises sur les océans. La courbe noire que vous voyez ici pour les continents et les océans, c'est la courbe moyenne d'évolution de la température telle que croit pouvoir la déterminer ce centre britannique. Vous voyez les graduations sur le côté gauche. On est à 0,2 de degré Celsius entre deux graduations. Vous voyez en couleur les sources d'incertitude dans les mesures de plus en plus anciennes. Il y a de plus en plus d'incertitudes. Vous voyez qu'on connaît moins bien les données de 1850 qui sont à gauche que les données de l'an 2000 qui sont à droite. Une fois que je vous ai dit ça, vous voyez le réchauffement climatique. Vous voyez qu'à cause de l'incertitude sur les continents, on ne voit guère d'évolution de 1850 à 1975 à peu près, mais à partir de 1975, on voit que depuis 30 ans, la température des continents a l'air de monter. La présentation ici rend la chose vertigineuse. Vous voyez que l'amplitude totale est de 0,6 degrés Celsius. Ce qui est surprenant, c'est qu'alors qu'on a des centaines de stations météorologiques depuis 150 ans sur les continents et qu'on a une incertitude assez large, ce laboratoire anglais nous dit que dans les océans, vous le voyez, l'incertitude est beaucoup plus faible. Et beaucoup plus faible en 1850. Vous voyez qu'on déterminait la température moyenne des 2/3 de la surface du globe. Je vous rappelle que l'océan, c'est les 2/3 de la surface du globe, avec presque la même précision qu'aujourd'hui avec tous nos satellites et tous nos bateaux qui sillonnent les océans. Et je vous avoue, pour être clair, que ça me laisse absolument pantois, d'autant plus que ces chercheurs ont eu l'honnêteté de montrer sur quel type de données s'appuyaient ces courbes. Comment est-ce qu'ils ont fait cette base de données moyenne? Ils ont découpé la Terre en carrés de 500 km de côté. Dans chaque carré, ils ont regardé s'il passait pour les océans un bateau, et ils ont regardé toutes les données à l'intérieur d'un carré par mois. Donc il suffit qu'il y ait un bateau qui ait jeté un seau d'eau, qu'il ait remonté à bord, qui ait mis son thermomètre dedans et qui ait consigné ça dans son livre de bord une fois pour un mois donné d'une année donnée, pour qu'il y ait une donnée. Vous voyez bien évidemment que depuis 150 ans, le nombre de données a cru énormément. Avant 1900, vous voyez que le chiffre est inférieur à 500. Ça veut dire en gros que les 2/3 de la surface de l'océan du monde n'ont aucune donnée, aucun mois de l'année. Si vous regardez la courbe du dessous, ça n'est plus les carrés dans lesquels on a donné, c'est le nombre de données qu'on a. Vous voyez évidemment monter ce chiffre à travers le XXe siècle. Vous voyez qu'avant 1900, on avait très peu de données. Et donc, je suis tout à fait étonné qu'avec si peu de données et les 2/3 de l'océan du monde qui ne sont pas couverts, on puisse penser qu'on connaissait en 1850 la température avec cette précision-là. Alors, ce que nous avons fait avec mes collègues, c'est que nous avons demandé aux chercheurs de ce centre de nous donner leurs observations pour que nous puissions les vérifier, les retravailler et mieux comprendre comment ils avaient fait. À notre grande surprise, ceci nous a été refusé. Ça fait 4 ans qu'on a fait cette demande et à ce jour, nous n'avons toujours pas ces données. Les chercheurs britanniques sont prêts à nous donner les données travaillées telles qu'elles apparaissent là, elles donneront toujours le même résultat. Mais les données d'origine qui sont derrière, c'est-à-dire toutes les données de tous les bateaux dans chaque carré de 500 km de côté, eh bien c'est considéré comme une propriété privée et il nous est conseillé de refaire la totalité du travail mené par cette trentaine de chercheurs depuis 30 ans si nous voulons vérifier nous-mêmes les choses. Vous voyez qu'aux États-Unis, la température, en effet, a beaucoup grimpé depuis la fin des années 70, mais elle a tout simplement atteint le même niveau que dans les années 30. Et l'année dernière, la météo nationale américaine a fait un petit communiqué relativement discret pour dire qu'elle s'était trompée en disant que les années récentes étaient les plus chaudes du siècle. C'est tout simplement faux. C'est l'année 1930 qui est l'année la plus chaude aux États-Unis. Vous voyez que la courbe est très différente de la courbe française. Mais vous voyez surtout, je vous reproduis la figure du GIEC, nous n'avons eu le temps de faire que cela, que pour les deux courbes que nous avons reproduites, l'Europe en haut à droite, vous la comparez, il y a une petite flèche qui les lie à ce que dit le GIEC il y a 1 an et demi, vous regardez les États-Unis, vous voyez que tout simplement les courbes du rapport du GIEC sont fausses. C'est la base de la décision d'à peu près tous les gouvernements mondiaux. Cette courbe n'est pas très fausse, mais elle a une incertitude sous-évaluée, une forme qui n'est pas la bonne, elle est très mal décrite. Il n'y a qu'un point tous les 10 ans au lieu d'un point par mois, et pour des raisons bizarres, toutes les courbes se ressemblent, alors que vous voyez que dans la réalité, les courbes varient beaucoup d'une région à l'autre. Si vous faites une carotte dans les sédiments
qui correspondent à ces 1000 dernières années à la surface de lacs très calmes ou dans certains océans, eh bien vous retrouvez les valeurs très lentes qu'avaient ratées les anneaux des arbres, et quand vous mélangez tout ça, eh bien vous avez la courbe du haut, qui est la courbe de Mann, corrigée par Moberg. Et vous voyez apparaître ces grandes fluctuations qui font qu'en l'an 1000, il faisait chaud, avant l'an 1000, il avait fait froid. Entre l'an 1000 et 1870, il y a une période très froide qu'on a appelée le petit âge glaciaire, et vous voyez notre réchauffement actuel qui est incontestable, mais qui n'a plus du tout la même amplitude. Il est un peu plus fort, semble-t-il, dans cette courbe que les températures de l'an 1000, mais pas si différent que ça. Eh bien, ils ont pu remonter jusqu'à 400 000 ans, c'est ça que représente la courbe. À gauche, c'est moins 400 000 ans, à droite, c'est le présent. Dans les bulles, ils ont mesuré la teneur en gaz carbonique, et grâce toujours aux isotopes de l'oxygène dans la glace, ils ont mesuré la température. Vous avez la courbe bleue pour la température, la courbe rouge pour le gaz carbonique. Vous retrouvez ce résultat absolument remarquable et fondamental. Ce sont les ères glaciaires. Tous les 100 000 ans, il fait chaud, puis tous les 100 000 ans, on rentre dans une période de froid. Le froid, c'est vers le bas, vous voyez les températures. On rentre dans le froid pendant 80 000 ans de façon erratique et lente. On en sort très rapidement. Nous vivons en ce moment à la sortie du dernier interglaciaire, une période qui a commencé il y a 18 000 ans. La totalité du développement de l'humanité, de sa richesse, de son existence, des cultures que nous connaissons, c'est la conséquence du dernier réchauffement climatique depuis 18 000 ans, grâce aux déglaciations. Nous ne l'aurions pas connu si nous étions dans les températures d'il y a 20, 25 ou 30 000 ans. C'est que les glaciations, eh bien, il y a un certain temps que nous savons qu'elles sont dues. Nous le savons depuis M. Milankovitch dans les années 20, 30, 40, des travaux remarquables. Nous savons que c'est dû à de faibles variations de l'orbite de la Terre sous l'effet des planètes, et en particulier des planètes géantes. Pour la loi de Newton de la gravitation, nous devrions, si nous étions seuls dans le système solaire, décrire une parfaite ellipse autour du Soleil. Mais comme il y a d'autres planètes, elles viennent nous gêner un peu, et l'ellipse subit des modifications. En haut, vous voyez ce qu'on appelle l'effet d'excentricité. L'ellipse s'allonge ou se raplatit à tous les 100 000 ans. C'est la cause principale des glaciations de 100 000 ans, des 4 glaciations que nous venons de connaître successivement. Il y a d'autres variations. Vous savez que l'axe de rotation de la Terre est incliné sur le plan de l'écliptique, sur le plan de l'orbite de la Terre. Eh bien, cette inclinaison, elle varie légèrement. Et puis, d'autre part, l'axe tourne, c'est ce qu'on appelle la précession. Et des travaux beaucoup plus fins que les travaux d'origine sur ces carottes de glace de l'Antarctique ont finalement montré que les deux courbes, la rouge et la bleue, vous ne pouvez pas le voir sur celle-là, mais il y a des publications récentes qui le montrent de façon beaucoup plus détaillée, eh bien c'est la courbe du CO2 qui suit de quelques siècles à quelques milliers d'années la courbe de température. Il n'y a plus de doute, dans les carottes de glace de Vostok, les augmentations et les baisses de la concentration de l'atmosphère en gaz carbonique sont la conséquence des variations de température et non pas leur cause. C'est assez évident que les orbites de Milankovitch qui changent tous les 100 000 ans changent l'éclairage de l'atmosphère, la chauffent plus ou moins. Une fois chauffée, l'atmosphère chauffe l'océan. L'océan a dissous du gaz carbonique comme une bouteille d'eau Perrier. Vous le chauffez, il ressort son gaz carbonique. Vous le refroidissez, le gaz carbonique rentre dedans. Tandis que la causalité inverse qu'on avait cachée dans la tête, ça voudrait que changer le gaz carbonique change la température et que changer la température, ça change l'orbite de la Terre et les effets de Jupiter et d'Uranus. Vous voyez qu'on s'est laissé embarquer dans une analogie à laquelle, en tout cas je dirais pour moi, j'aurais dû faire plus attention depuis longtemps. Avec la courbe de Mann désormais fausse, avec cette courbe-là désormais de causalité inversée, les deux arguments clés des 20 premiers ans des rapports du GIEC, qui sont quand même la température du globe, même si vous le verrez, il y a d'autres choses, eh bien, ils sont tous les deux tombés. Depuis, nous avons travaillé sur de nombreuses données, de plus en plus nombreuses, et nous avons 4 ou 5 études qui sont sur le point d'être publiées, dans lesquelles nous ne cessons de trouver une extraordinaire coïncidence entre des indicateurs du Soleil et des indicateurs de la température, alors qu'à la date d'aujourd'hui où je vous parle, l'écrasante majorité des climatologues continuent à se demander si le cycle du Soleil a une influence sur la température. Eh bien, nous répondons clairement oui. Mais la chose essentielle, c'est, vous voyez, que plus on travaille, plus cette corrélation entre quelque chose qui ne connaît que la température et quelque chose qui ne connaît que le Soleil est d'une corrélation absolument éblouissante. Et qui plus est, vous voyez que depuis les années 90, ça descend. Et donc, on peut aller plus loin que nous ne pouvions aller il y a 4 ans. Il y a 4 ans, en disant, tiens, la température continue à monter, pourtant le Soleil et le magnétisme descendent. Ben non, la température, elle descend. Et si vous regardez la dernière donnée dont on parle fort peu dans les journaux du Centre mondial de données, regardez le dernier petit segment. Quand on vous dit que les 10 dernières années sont les plus chaudes, patati patata, c'est les plus chaudes par rapport à une certaine période donnée, mais l'année la plus chaude, c'est 1998, et depuis 10 ans, la température, en moyenne, décroît. Il y a 10 ans qu'on est dans la décroissance de température, après 30 ans de chaud, 10 ans de froid, etc.
Vous voyez que ça ne reproduit absolument pas l'évolution du gaz carbonique, en tout cas depuis 10 ans. Alors peut-être que ça va reprendre, mais il faudrait qu'on nous explique la raison de ces variations qui, au contraire, vous le voyez, suivent pas à pas le Soleil. Nous sommes partis d'une enquête sur le trafic aérien autour de l'aéroport Charles de Gaulle. Constat a été fait que 3/4 du trafic aérien circule hors radar et nous quadrille le ciel de traînées persistantes qui finissent par nous voiler le soleil. Nous étudions donc le phénomène des épandages aériens. Nous découvrons que ce ne sont pas des traînées de condensation, c'est-à-dire de l'eau, et nous savons que ce sont des produits chimiques. Chemtrails font partie d'un programme global de contrôle du climat. Ils sont répandus au nom d'un réchauffement climatique global, dû à une forte augmentation du taux de carbone dans l'atmosphère. Alors nous étudions le réchauffement climatique et le taux de carbone dans l'atmosphère. Malheureusement, nous découvrons qu'il n'y a pas de réchauffement climatique et que le taux de carbone dans l'atmosphère n'est pas dangereux, bien au contraire, et qu'il n'est pas responsable de l'effet de serre. Il nous reste donc à étudier ce que sont tous ces programmes de géo-ingénierie et qui se permettent de nous pulvériser des métaux lourds dans l'atmosphère et tout un tas de produits chimiques sans aucun contrôle. Qui les finance et pourquoi ?